Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Long Street Attacks publié par Revolution Games en 2018. Dans cette vidéo, enfin, je vais vous parler du système de combat qui, je dois le dire, est délicieux à souhait. Fait que vraiment là, euh, attachez-vous, là, comme je dis, là, c'est un système extrêmement excitant et rempli de rebondissements, là. Ok, d'abord au niveau du tir, je l'ai dit là, dans une vidéo précédente, là, quand on donne un ordre de Defend ou de Fire. Les unités qui sont activées là, dans la brigade qui est activée là, vont pouvoir faire du Fire Combat. C'est d'ailleurs la toute première étape qu'ils font, je le rappelle, lors de leur activation. Ils doivent tirer avant de se déplacer s'il y a lieu. À ce moment-là, des unités qui sont stackées dans le même X peuvent grouper leur Fire ensemble. Donc dans ce cas-là, là, j'ai réussi à avoir 3 unités de Burling sans dépasser le stacking limite de 10. Bon, ben, si Burling est activé, là, je pourrais tirer individuellement avec chacune de ces unités-là sur Anderson. Fait que, un tir à 4, un tir à 3, puis un autre tir à 3. Ou je pourrais décider de grouper tout ce monde-là puis de faire un tir à 10 de force sur Anderson. Qui plus est, l'infanterie, spécifiquement l'infanterie, qui est située dans des hexes adjacents, peut combiner leur fire aussi. Alors, pour finir sur l'exemple de Burling, je pourrais même tirer à 15 sur Anderson. Les 10 points de force qui sont ici avec le 5 points de force qui est là. Par contre, cette unité-là n'étant pas adjacente à d'autres unités de Burling, puis n'ayant pas d'autres unités dans son hex, va faire un tir, si elle décide de tirer sur Anderson, elle va faire un tir à 7 de force. Donc, je peux toujours combiner le fire des unités, infanterie et artillerie, je peux toujours combiner le fire des unités qui sont dans le même hex. Pour pouvoir combiner le fire d'unités dans 2 hex, à ce moment-là, il faut que les 2 hex soient adjacents, puis évidemment tirent à la même place. Si jamais, là, dans une situation où je combine mon fire, c'est rare, il a fallu que je me creuse la tête en esti pour le trouver. Là, on va voir c'est quoi les colonnes shift tantôt, là. Mais si jamais j'ai effectivement 2 unités qui combinent leur fire sur une unité, on va prendre le plus restrictif au niveau de la line of sight là, pour appliquer les colonnes shift. Là, on va toujours prendre la situation la plus restrictive. Donc ici, par exemple, j'ai les 2 unités de Ward qui combinent leur fire contre l'unité de La qui est ici. Il n'y en a qu'une des deux qui tire à travers le woodline. N'empêche, l'attaque combinée va subir les effets négatifs là, de tirer à travers une woodline. Un petit inconvénient de combiner le fire, mais c'est rare. Comme je vous dis, il a fallu que je me creuse la tête là, de c'est quoi les situations où ça pouvait s'appliquer. Puis j'en ai trouvé au moins une qui est celle-là. Bon, on l'a vu avec le range, là, des fois, vous pouvez tomber à 50% de votre force, 25% de votre force. La règle dans ce jeu-là par rapport aux fractions, là, c'est que vous gardez les fractions le plus longtemps possible, vous additionnez les fractions le plus longtemps possible, puis quand vous arrivez à la fin, là, quand vous êtes sur le bord là, de trouver sur quelle colonne vous allez résoudre votre tir, là, ben là, vous roundez down. OK? Mais vous devez garder les fractions le plus longtemps possible. Fait que si vous avez plusieurs unités qui tirent à 50%, puis qu'il y a des unités avec une force impaire là-dedans, et vous divisez par 2, puis là, ça donne des 1.5 plus 2.5, Fait que vous gardez les fractions le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'à la fin, complètement, vous fassiez un round down. J'en profite pour dire que l'artillerie qui est située dans des terrains de type angled, qui, je le rappelle, sont les terrains avec beaucoup de lignes oranges comme ça, là, des terrains qui sont en pente constante, là, si on veut, là, ou de l'artillerie qui est dans du woods ou du rocky woods, ne peut pas tirer, et ce, même s'il y a une route. Alors, dans le déplacement, rappelez-vous, là, je vous ai dit que l'artillerie qui aurait comme ambition là, de passer à travers ce boisé, ici, ne peut le faire que via une route, mais si elle décide d'arrêter son mouvement ici, elle ne peut pas tirer, là. Thématiquement, elle n'est pas à la lisière du bois parce qu'elle n'a jamais pu se rendre là. Elle est sur la route qui est en plein milieu du bois et elle ne voit pas personne. Donc l'artillerie spécifiquement dans du angled ou n'importe quel type de woods ne peut pas tirer. Ça va arriver souvent que vous allez tirer sur un hex où se trouvent plusieurs unités. Il va quand même toujours avoir ce que le jeu appelle une lead unit, c'est-à-dire une unité principale qui est visée par le tir. Cette lead unit-là, souvent, vous n'avez pas le choix. Il s'agit de l'unité
qui a la valeur de force la plus grande. Fait que thématiquement, rappelez-vous, un point de force égale 50 hommes, je pense, dans ce jeu-là. Fait que thématiquement, c'est l'unité qui occupe le plus d'espace sur le hex. Fait que c'est elle qui va être la principale victime du tir. Et c'est important, c'est la plus haute valeur de force imprimée sur le counter. Fait que je vous ai fait un petit exemple ici pour vous montrer ce que je veux dire. C'est même extrêmement important et pertinent, là. J'ai ici deux unités de trop brillant. Il y en a une qui a 4 de force, l'autre a 3 de force. L'unité de trop brillant de 4 de force, elle est shaken, ce qui lui donne moins 1 de force au niveau fonctionnel, là, moins 1 de force et moins 1 de rating de cohésion. Ça demeure par contre l'unité entre les deux qui a la plus haute valeur de force imprimée sur son counter. Et pourquoi c'est important? Ben, c'est parce que l'union aimerait bien mieux, parce qu'en cas d'égalité, c'est le défenseur qui choisit. Fait que si j'avais eu là, deux, mettons, là, on oublie ça, là, euh, si l'union se fait tirer ici, là, ben, j'ai deux unités à 4 de force imprimées sur le counter. C'est l'union qui décide quelle unité est la lead unit. Mais ici, dans le cas que j'avais, l'union n'a pas le choix. Il est obligé de prendre cette unité-là. Et ça le fait chier en esti. Pourquoi? Parce que cette unité-là de trop brillant étant shaken, elle a en fait un rating de cohésion de 2. Le shaken lui donne moins 1 de force, moins 1 de cohésion. Donc elle a un rating de cohésion de 2, plus susceptible de chier dans ses culottes quand elle va se faire tirer dessus aux grandes dames du joueur de l'Union. Mais il n'y a pas le choix dans ce cas-là, c'est cette unité-là qui va être la lead unit. Bon, assez de gossage puis de théorie, là. Voyons la table de résultats de combat. Là. Ça peut être intimidant au début, là, ça a l'air d'un sapin de Noël, là. Mais c'est brillant, pour vrai. Là. OK, fait que d'abord, vous allez trouver la force totale à laquelle vous êtes arrivé là, dans l'entête de colonne ici. Là. On n'est pas étranger à ça, là, nous les Wargamers. Là. Puis plus on avance, là, plus il commence à y avoir des ranges. Là. Fait qu'au début, là, un point de force vous shift vraiment d'une colonne, là, mais à un moment donné, il commence à avoir des regroupements de 2, de 3, puis ainsi de suite, puis ça plafonne à 23 points de force ici. Donc, vous allez trouver la colonne qui est ici. Le C, vous allez avoir des unités. Je pense justement que c'est le cas de cette petite unité minable. Vous allez avoir certaines unités qu'une fois qu'elles sont flippées, là, elles ont la valeur C qui est ici. Là. Fait que dans le cas où cette unité-là ferait un tir, par exemple, ici, là, ben, on prend la colonne C. L'auteur mentionne dans les règles que C veut aussi dire 0,5 de force. Donc, si jamais vous arrivez à 0,5 de force, exceptionnellement, vous pouvez aussi tirer à partir de la colonne C. Ça peut arriver là, quand on est de l'infanterie et qu'on fait des hosties de long shot à 3 hex de distance à 25% de notre puissance de feu. Ça peut arriver des fois. Donc, on trouve notre valeur ici. Rappelez-vous, je le remonte, là, mais les fameux range de weapon, en tout cas surtout pour l'infanterie, ça drop vite. Là. Fait que l'infanterie à 2 hex de distance, bien souvent, ça va être à 50%. Puis à 3 hex de distance, pour la grande majorité, ils vont être à 25%. N'empêche, vous cumulez tout ça, vous trouvez la colonne de départ, et ensuite, nous allons passer ensemble à travers ce que le jeu appelle les Fire Combat Shifts. Donc, il y a des shifts pour le Fire Combat, ce dont on est en train de parler, puis il y a des shifts pour le combat rapproché, ce qu'on va probablement parler aux prochaines vidéos. Là. Fait qu'on va juste passer à travers les chiffres de Fire Combat. Il y en a quelques-uns qu'on a vus ensemble. Good Ground, on va y revenir, mais c'est un événement de l'Union. En gros, c'est une cheat que l'Union peut crisser sur n'importe quel hex, là, comme si là, les gens se sont confortablement installés dans une position défensive. Donc, les shifts à gauche sont à l'avantage du défenseur. Les shifts à droite sont à l'avantage de l'attaquant. Vous l'aurez compris. Alors, Good Ground, on va y revenir, mais c'est un événement spécifique à l'Union. L'eau artillerie ammo, ça va s'appliquer aux artilleries seulement, comme le nom l'indique, à partir du tour 12 de la campagne. Je pense que j'en ai parlé, ça, mais à partir du tour 12 de la campagne, c'est là qu'on met cette fameuse cheat-là dans la COP. Et à partir de ce tour-là aussi, toutes les unités d'artillerie sont considérées comme ayant là, plus beaucoup de munitions. Là, puis ils vont tirer avec un shift, là, dans le fond, négatif pour eux autres qui attaquent là, de 2 colonnes. Si la cible, pardon, si la cible est dans du Woods, du Rocky Woods, ou dans le fameux ex unique là, qui s'appelle le Devil's Den, qui est ici, qui je dois l'avouer n'est ni du Woods ni du Rocky Woods, là,
Mais si l'unité est dans un de ces trois types de hex-là, il y a un chiffre de 2 colonnes à gauche. Petite parenthèse, mais tu sais, je vous avais dit que les unités qui sont dans le bois ne sont pas supportées et ne peuvent pas être supportées, mais par contre, sont plus dures à tirer dessus. Fait que cette unité-là, par exemple, n'étant pas supportée, tombe à 3 de rating de cohésion. Par contre, si elle se fait tirer dessus, ben, l'attaquant a un chiffre de 2 colonnes à gauche. Au final, là, de mon expérience, là, ça s'équivaut pas mal. Ensuite, si on tire sur une unité qui est en skirmish order, là, on va parler des skirmish order à la fin, là, c'est pas grand-chose, mais j'en ai parlé rapidement. Il y a des unités qui commencent en skirmish order, sont un petit peu plus éparpillées, sont plus dispersées, plus dur de leur tirer dessus efficacement. Donc, si on tire sur des unités comme ça, 2 shifts à gauche. Si c'est une unité de skirmish order qui est en train de tirer, même affaire est moins efficace parce qu'elle est moins groupée et est plus éparpillée. Elle a elle-même un shift d'une colonne à gauche. Si la cible est dans un verger, une colonne à gauche. Fait que le verger est un pas pire entre deux parce que dans un verger, vous êtes supporté par vos voisins, mais vous avez l'attaquant a un shift à gauche. Fait que souvent, on va courir après les vergers, qui sont des positions défensives qui sont quand même pas pires. Il y a des affaires honnêtement que j'ai pas vues souvent, là. Si 50% ou plus des points de force impliqués dans le combat sont de l'artillerie de type mixte qui est en train de tirer à long ou extreme range, il y a une pénalité de 1 à gauche. Alors voici une unité dont il est question. C'est une unité d'artillerie. Son type d'arme qu'on voit en bas à gauche, là, c'est écrit MX pour mixte. Alors si cette unité d'artillerie-là tire et qu'elle représente 50% ou plus de la valeur totale de force et qu'elle est en train de tirer à long range ou à extreme range, il y a une pénalité d'une colonne à gauche. Jamais vu ça, je pense. Peut-être une fois, en tout cas. De quoi qu'on a vu dans le vidéo de Line of Sight, si vous tirez par-dessus du bois, par-dessus du Rocky Woods ou par-dessus une woodline, vous avez un shift à gauche. Là, quand le boisé est en contrebas, là, ça ne bloque pas le line of sight, par contre, ça nuit. On pogne la cime des arbres, ça rend le tir un peu plus, un peu moins efficace. Si vous tirez à travers un woodline ou un verger, un shift à gauche, c'est le fameux obscured line of sight qu'on est en train de parler, là, le 1 à gauche, c'est le fameux obscured line of sight qu'on parlait dans le vidéo précédent. Si vous tirez par-dessus une unité. Encore là, un shift à gauche. Non-SO, ça veut dire non-skirmish order. J'en ai pas parlé aux dernières vidéos pour votre bien-être mental. Là. Mais c'est toujours le même principe. Là. Si on tire par-dessus une unité qui est en skirmish order, étant donné que les soldats sont pas mal éparpillés, ça ne nuit pas au combat. Là. Par contre, si on tire par-dessus une unité qui est en rang, là, ça va nuire au combat. Si 50% ou plus des points de force sont de l'artillerie de type S qui tire à un range de canister, on va y revenir. Là, on tombe dans les chiffres qui sont vraiment positifs pour l'attaquant. Un shift à droite. Voici de l'artillerie de type S. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par canister? Alors, c'est dans le range ici, là, les artilleries spécifiquement. On s'entend là, que des canons d'artillerie qui tirent à bout portant, là, ça ne doit pas faire du bien. Là. Fait que pour représenter ça, là, toutes les unités d'artillerie, s'ils tirent à 2 hex ou moins de distance, dans le fond, là, ils ont 150% de leur force. Une fois et demie leur force. Fait qu'aïe aïe. Fait que cette unité-là d'artillerie, là, mettons qu'elle tire sur Burling, qui est ici, là, elle a l'air de rien avec son 4 de force, mais elle tire d'abord à 150%. Fait qu'elle tombe à 6 de force. Donc, elle va partir sur cette colonne-là ici. Puis étant donné que 50% de ses points de force sont de l'artillerie de type S qui tire à bout portant, là, elle va avoir un shift à droite, fait qu'elle va tomber sur la colonne 8-9. Pas mauvais pour une petite artillerie qui partait à 4. Par contre, j'ai dit quelque chose. Ouais, si elle était stackée avec celle-là, si les deux ici essayaient de tirer, ben là, mon 4 de force de l'artillerie de type S ne représente pas 50% de ma force totale. Alors là, ben, j'aurais quand même, je tirerais quand même sur toutes ces artilleries-là, seraient quand même à 150%. Là. Fait que j'aurais 6 plus 9,
je serais sur la colonne 15, là, fait que ça vaut quand même la peine, là, mais je n'aurais pas un chiffre de plus là, pour ce qu'on regardait tantôt, là, parce que l'artillerie de type S ne représente pas 50% des points de force. Si 50% des points de force là, sont des sharpshooters, c'est un shift à droite. Alors voici une unité de type sharpshooter. C'est le fameux l'icône de la cible à peu près au milieu en bas du counter. Je vais sauter cela si 50% ou plus des SP sont armés avec des SR. What the fuck? C'est des Sharps Rifle. Alors c'est un autre shift à droite. Ce qui veut dire que mine de rien, cette petite unité-là de Ward là, est à la fois une unité Sharpshooter. On voit la target et est équipée de munitions SR ou d'armement SR. Fait que Chris, elle part juste à deux, mais elle a deux shifts à droite. Un shift pour la cible et un shift pour l'équipement SR. Fait qu'elle peut, même à elle seule, tirer sur la colonne de 4, ce qui est quand même pas mauvais. Puis ce que le jeu appelle le Converging Fire, ou des fois le Flanking Fire. C'est un peu fucké, là. Alors, du Flanking Fire, c'est du fire qui provient là, de deux hex non adjacents. Là, vous allez dire, mais comment est-ce possible? Ben, si j'active Burling, je peux dire dès le départ, je résous toujours mes tirs un par un, dépendamment si je groupe ou peu importe, là, mais je résous toujours mes tirs un par un. Mais pour être éligible au Flanking Fire, dans ce scénario-là, je dirais, OK, tout ce beau monde-là va tirer sur Henderson. Alors, je cale mes tirs d'avance, mais je vais les résoudre après ça, là, bon, dans l'ordre que je veux, puis grouper, pas grouper. Mais je peux dire dès le départ, tout ce beau monde-là va tirer sur Henderson. Et là, à ce moment-là, Henderson est flanqué, parce qu'il va être tiré par ici, il va être tiré là, de lui, il va être tiré par lui, puis il va être tiré par eux autres. Alors là, Henderson est flanqué. L'avantage, c'est que tout ce beau monde-là, quand ils vont tirer sur Henderson, ont droit à un shift à droite. Puis comment le jeu gère ça, c'est quand même pas bête. C'est de dire que vous êtes obligé de respecter votre promesse, entre guillemets, puis de tirer sur Henderson tant qu'Henderson est encore là. Évidemment, si dès le premier tir, Anderson chie dans ses culottes et décide de crisser son camp, bien, cette unité-là que j'avais dit qui tirait sur Anderson, à ce moment-là, pourrait tirer sur quelqu'un d'autre qui est à côté. Mais tant qu'Anderson est là, si les tirs manquent, s'il résiste, s'il y a juste des hits de morale, mais qui restent là, tous ceux qui s'étaient engagés à tirer dessus doivent tirer dessus. À noter qu'évidemment, même si la deuxième unité de Burling n'était pas là, ce serait considéré du flanking fire si je disais tous eux autres tirent sur Anderson. Les autres vont tirer sur Anderson aussi. C'est quand même considéré du flanking fire parce qu'il se fait tirer à partir de deux hex qui ne sont pas adjacents. Fait que voilà. Bon. Et là, on va mettre la table pour la suite, là. Fait que comment ça marche? Là, c'est là que c'est capoté, là. Dans les dernières minutes de cette vidéo, je vais vous laisser sur un cliffhanger. Fait qu'admettons que je me rends compte que je suis sur la colonne 8-9. Je vais rouler ce qu'on appelle un D66. Fait que le jeu vient avec un dé rouge puis un dé blanc. Le dé rouge pour les dizaines, le dé blanc pour les unités. Alors, je vais rouler ça et je vais aller regarder le résultat que j'ai pogné. Il y a quand même un assez gros range, là. Je vais venir regarder le résultat que j'ai pogné avec la colonne sur laquelle je tirais. Et le petit chiffre qui est ici, dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher le rating de cohésion de l'unité sur laquelle je suis en train de tirer. Alors évidemment, si je tire sur Anderson comme ça, ben, il y a 4 de rating de cohésion. S'il n'est pas supporté, il y a 3 de rating de cohésion. Si je tire sur deux trop brillants ici, ben, il y a 2 de rating de cohésion. Avec un petit exemple, mettons que je suis sur la colonne 8-9, puis je tire sur une unité qui a 3 de cohésion, puis que je pogne, mettons, là, je brasse les dés, puis je pogne 32. Bon, ben 32, c'est ici. Je m'en vais vis-à-vis le 8-9, et là, je cherche, y a-t-il un 3? C'est 3 le rating de cohésion de l'unité que je suis en train de tirer. Y a-t-il un 3 ici, quelque part? Et si oui, de quelle couleur? OK? Fait que si j'avais pogné 26 ou moins, il y a juste 0, 1 et 2 qui sont impactés. Là, c'est un cas où mon tir vient vraiment de rater.
À partir du moment où je pogne 31 ou plus, ben là, le 3 se retrouve là. D'abord dans le vert, encore dans le vert, encore dans le vert, toujours dans le vert. Oups! À partir de 54, le 3 se retrouve dans le jaune. Encore dans le jaune, encore dans le jaune. Et si je suis mardeux puis je pogne 65 ou 66, le 3 se retrouve dans le rouge. Et ça, c'est la difficulté du test de cohésion que l'unité va devoir faire en réponse au tir. Et le jeu, c'est qu'on a fait des jokes avec cette terminologie-là, mais en tout cas, le jeu appelle les tests verts des tests de routine, les tests jaunes des tests tough et les tests rouges des tests sévères. OK? Alors là, vous êtes capable de voir que, évidemment, c'est pas une surprise, ça. Plus je suis à droite sur la table, ben plus ça monte vite, puis plus ça devient rouge vite. Et plus le rating de cohésion est bas, même principe. Fait que à 8-9, si je tire sur une pauvre unité qui a 1 de rating de cohésion, j'ai rien que besoin de pogner 15 ou plus. Et si je tire sur l'unité d'Anderson que je parlais tantôt, ben là, il faut que je pogne 34 ou plus. Parce qu'elle a 4 de rating de cohésion. Et là, je vous laisse là-dessus, là, mais après ça, vous allez rebrasser un dé. Ben, les deux dés, en fait, le rouge et le blanc. Et ça se peut que ça donne fuck all. Le test de cohésion, on va voir les détails dans une autre vidéo, là, mais les 3 tests de cohésion sont ici. Routine, tough et sévère. Dans l'exemple que je parlais tantôt où j'ai pogné 32, j'étais sur la colonne 8-9, je tirais sur une unité qui a 3 de cohesion rating, j'ai pogné 32. On dit ah, un test de routine. Je reprends mon dé rouge et mon dé blanc, je rebrasse mon dé rouge et mon dé blanc et je regarde le résultat ici. Le dé rouge sur cette colonne-là, le dé blanc sur cette colonne-là. Et vous aurez compris que si je pogne 3 sur le dé rouge puis je pogne 1 sur le dé blanc, en fait, fausse joie, il se passe absolument rien. Alors, il faut avoir 2 bons résultats collés sur ces dés-là pour être capable de faire quelque chose. Et évidemment, plus le test est difficile, plus vous avez des chances de faire beaucoup de dommages. Mais même un test tough, c'est pas dans la poche, vous avez des résultats qui donnent rien. Et là, je les ai tous vus, les scénarios. Là. J'ai pogné une affaire tough là, qu'on a, tu pognes, mettons, là, 63 sur le jet. Avec même exemple encore, j'arrive ici là, sur ma colonne 8-9, là, je pogne 63, l'autre a 3 de cohesion rating. Hostie, un test tough. Là, tu reprends tes dés, tu rebrasses, puis tu pognes un 2 sur le dé rouge, puis un 1 sur le dé blanc. Puis il se passe absolument rien. Mais évidemment, là, plus vous augmentez en difficulté du test, puis à partir du moment où le test est sévère, là, vous pouvez vraiment crier victoire, parce que là, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Mais encore là, à quel point? À quel point il va se passer quelque chose? Puis là, toutes ces lettres-là ont toute une signification qu'on va passer ensemble, là, des retraites, des hits de morale, l'unité devient battle worn, etc. Là. Mais c'est fascinant. C'est fascinant, là, puis c'est dur d'être plus excitant que ça. Là. Vous calculez sur quelle colonne vous êtes, vous checkez vos colonnes shift. Là, après ça, vous pognez les 2 dés, le rouge puis le blanc. Vous brassez ça, vous regardez le rating de cohésion. Puis là, vous dites ah, un test routine, ah, un test tough, ou un test sévère. Puis là, après ça, vous passez à la prochaine table en fonction de la difficulté du test. Vous reprenez vos dés, puis vous relancez vos dés pour savoir quel sort attend l'unité sur laquelle vous avez tiré. C'est le fun en crise. J'ai rarement vu quelque chose. Tu sais, t'as le temps d'être excité parce qu'il y a 2 lancers de dés. Tu sais, quand t'as juste une CRT puis que t'as un dé, ben, tu brasses ton dé puis là, tu vois le résultat du dé puis tu sais tout de suite à quoi t'en tenir. Mais là, pour les 2 joueurs, c'est fascinant parce que là, tu brasses le premier jet, là, puis là, c'est comme un routine, un tough. Puis là, après ça, tu reprends les dés. Puis là, que vas-tu brasser? Tu sais, là, le défenseur, il se dit, ah, si j'ai encore une chance de m'en sortir. Puis toi, comme attaquant, tu te dis, j'espère que je vais pogner assez haut pour vraiment faire du dommage. Mais tu sais, là, il y a un build-up qui se crée entre les 2 lancers de dés pour le fameux test de cohésion qui vient après. Mais bon, on va voir les détails parce que les tests de cohésion là, en combat rapproché puis en fire combat, ça se ressemble. Fait que prochaine vidéo, je vais parler des combats rapprochés. Puis après ça, on va parler des tests de cohésion puis des différents résultats qu'on peut voir sur la table. Mais pour l'instant, je vous laisse là-dessus. Puis on se revoit là, pour la suite, là, comme je disais, les combats rapprochés là, quand on est en mêlée ou au corps à corps avec l'ennemi. À plus!